Morning Business, le débat. Nicolas Dose, on a trouvé un petit excédent là qui traînait au premier trimestre. La balance des services a dégagé un excédent de 16 milliards d'euros. C'est bienvenu. C'est ça. Alors c'est la Banque de France. Je vais juste donner les chiffres et laisser Jean-Marc réagir parce qu'en fait ça soulève le débat de services versus industrie. C'est vrai que c'est impressionnant puisque en 3 mois cette balance des services, donc pas la balance des biens si vous voulez, elle a réalisé la moitié de ces excédents qu'elle avait réalisés en 2019. Il y a 2 éléments qui expliquent ça. D'abord les gains astronomiques que réalise CMA CGM, l'armateur. En ce moment, puisque le fret maritime rapporte beaucoup d'argent. Quand vous vendez du pétrole, vous gagnez beaucoup d'argent. Quand vous vendez du service de conteneurs, vous gagnez aussi beaucoup d'argent. Et puis le retour des touristes étrangers, qui est quand même le coin de ciel bleu au-dessus de l'économie française en ce moment. Alors voilà, on a donc ces gains des services, mais qui quand même ne permettent pas de compenser le déficit des biens, puisque je vous rappelle qu'au premier trimestre, on est à 31-32 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale cette fois-ci, et qu'on a touché ce fameux chiffre sur 12 mois en glissement de 100 milliards d'euros. Donc quels enseignements en tirer ? Le professeur Daniel a sûrement un avis. Professeur, alors d'abord, ce n'est pas une découverte. Ça fait très longtemps que notre balance commerciale est très déficitaire et que notre balance des paiements courants l'est beaucoup moins parce qu'effectivement, les postes des invisibles, les services nous rapportent beaucoup d'argent. Et donc, le véritable enjeu pour un pays, c'est le solde de la balance des paiements courants. Et donc, qu'on s'alerte sur la situation commerciale, c'est légitime, mais le véritable enjeu n'est pas là. Et je suis d'autant plus surpris que nous sommes quand même 250 ans après la naissance de David Ricardo, qu'on n'ait pas compris ce que c'est qu'un avantage comparatif et qu'une économie n'a pas forcément besoin de produire tout ce qu'elle consomme, mais doit produire des choses à la hauteur de ce dans laquelle elle est la plus efficace. Ça me paraît assez évident. Alors, quand on regarde les services, quelles sont les forces de l'économie française ? D'abord, nos entreprises investissent beaucoup à l'étranger. Et donc, je crois qu'un des enjeux pour elles, dans une période où on parle de souveraineté, c'est de diversifier leur placement à l'étranger plutôt que de réinvestir en France pour reproduire en France. Donc, il faut oublier un peu la Chine pour redécouvrir l'Inde et se poser la question du Vietnam. La deuxième force, c'est effectivement le tourisme. Donc ça, de toute façon, c'est une force traditionnelle en France. Et puis la troisième force, c'est tout ce secteur du capitalisme cognitif où nous devrions être en pointe. Plutôt que de mettre des cheminées qui fument, il faut mettre des universités qui enseignent sur le territoire national. Je rappelle simplement qu'il y a 5 ans, nous étions la 4e destination des étudiants au monde. C'est vrai. Nous sommes la 6e et il est probable que nous allons passer derrière le Canada. L'écart avec le Royaume-Uni se creuse. Alors il y a un atout évident des pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis, c'est la langue. Bah oui. Nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent de l'ancien empire colonial, de la zone francophone, mais nous avons été dépassés par l'Allemagne, que je sache, sa langue n'est pas particulièrement diffusée, et par la Russie. Et donc je crois que l'objectif, c'est de ne pas s'obstiner sur le commerce et de bien réfléchir à tout ce qu'en avantage comparatif, nous pouvons apporter au travers de nos services. Est-ce que néanmoins, en matière de commerce, Nicolas, on peut se réjouir que nous soyons excédentaires en matière de services et se dire que finalement, ça peut compenser l'industrie et que nous sommes désormais une nation de services? Et on pourrait se réjouir de ça si c'était le cas, si ça compensait. Mais ça ne compense pas. Ça ne suffit pas pour compenser. Ça fait de nombreuses années que ça ne suffit pas pour compenser. Moi, je pense qu'avoir de l'industrie, pas des cheminées qui fument, on est d'accord, on n'est plus autant de Zola, pas imaginer qu'on va tout relocaliser. Mais je pense qu'avoir de l'industrie, c'est un atout pour un pays. Les pays qui sont forts aujourd'hui sont quand même des pays qui ont su conserver un tissu industriel malgré tout. Et puis la croissance de la productivité est quand même traditionnellement supérieure dans l'industrie par rapport aux autres activités. En plus, de toute façon, il y a un mouvement de régionalisation qui est quand même en train de s'installer, du fait notamment des nouvelles contraintes climatiques, et puis du fait du progrès technique et de la robotisation. Après, si vous voulez, tout le monde ne sera pas Bac+4. Et c'est pas avec les emplois à domicile, les chauffeurs-livreurs indépendants et la silver economy qu'on va réussir à absorber tout. Donc je pense qu'avoir un tissu industriel a du sens, à mon avis. Parce que d'abord, ça génère des emplois qualifiés, généralement ça génère de meilleurs salaires. À mon avis, il faut les deux, tout simplement. Pas partir de tête bêche dans une espèce d'image complètement aliénante d'un pays qui serait... Qui reproduirait absolument tout sur son sol, tandis qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. Donc voilà, il faut des gains de productivité, il faut une montée en gamme de la population, ça passe par la formation, et puis il faut une montée en gamme des produits, ça passe par l'innovation. Je pense que c'est pas du tout aberrant d'imaginer qu'on ouvre plus de sites industriels que l'on enferme aujourd'hui,
Pas en termes d'emploi, on est en solde négatif en termes d'emploi, mais en nombre de sites ouverts. Et à mon avis, c'est plutôt une bonne chose pour l'économie, je pense. Alors, juste une chose, les gains de productivité à l'heure actuelle se font de plus en plus dans les services. Je rappelle quand même que le pays qui dégage le plus d'excédents extérieurs apportés à son PIB, hors les pays pétroliers, c'est Singapour. Et vous pouvez aller sur les quais de Singapour, voir les anciennes usines textiles. Personne n'a réinstallé des métiers à tisser. Ouais. En revanche, vous avez tout un tas de gens avec des ordinateurs qui travaillent là. Nous allons maintenant... Personne ne pense supprimer le canon urbain et la photocopieuse. Vous allons maintenant réconcilier Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. On ne sera jamais d'accord là-dessus. Avec notre invité, puisqu'on va parler de logistique spatiale. Et dedans, il y a de l'industrie et du service. C'est... Voilà. Tout de suite. Avec Euroconsult et Maxime Puteaux.